Vous investissez sur 10 ans, vous avez 6 chances sur 100 de perdre de l'argent. Autrement dit, vous avez 94 chances sur 100 d'en gagner. Tu as fait plus 93%, donc là, tu as fait une très belle perf. D'ailleurs, il est plutôt très performant, ton CTO. Donc en réalité, c'est vraiment le double effet qui se coule dans le mauvais sens. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je regarde le patrimoine d'un salarié en marketing digital qui a fait un excellent départ. C'est parti. Du coup, je vous le disais, il a fait un très bon départ puisqu'il a déjà un patrimoine brut de 265 000 € à seulement 30 ans. Par contre, 90% de son patrimoine provient de sa RP, sa résidence principale. Et d'ailleurs, ça se voit très nettement ici. L'immobilier, c'est une écrasante partie de son patrimoine, mais il a déjà un beau patrimoine net, 135 000 €. Son profil, marketing digital, il gagne 2350 € par mois. Il a 30 ans, célibataire, sans enfant. Salarié en CDI depuis 4 ans dans le marketing digital. Il souhaite déménager de Paris. Peut-être parce que le coût de la vie est cher ou parce qu'il a envie de voir de l'herbe. Voilà, à Paris, il y a à peu près il y a aucune nature, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, il souhaite déménager. Objectif, achat IMO dans 10 à 15 ans, épargner pour un second bien IMO dans 10 à 15 ans maximum. 90% de mon patrimoine est dans ma RP, je veux renforcer le financier. Donc là, on a déjà une sublime contradiction. Il nous dit qu'il veut faire un bien IMO, on ne sait pas pourquoi, mais après, il nous dit qu'il veut faire du financier. Donc je pense que là, on est typiquement sur un profil qui se cherche encore. Je pense que plutôt que de regarder les solutions, il faut d'abord regarder le problème qu'on veut résoudre. Et donc, on va voir après quelle est sa stratégie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire. J'envisage la crypto, mais j'ai des réticences assez classiques. Stratégie d'épargne, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de stratégie et je pense que du coup, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de stratégie. Ça donne quoi le cash flow? Alors, 2350 €. Il y a aussi un bonus annuel estimé à peu près à 2000 €. Les investissements mensuels, si on les répartit, il y a quand même un très beau taux d'épargne, hein, c'est très sympa, 20%, donc bon, non, on me dirait on est dans la moyenne française, mais bon, c'est quand même, c'est pas mal. Livret A principalement, PEA aussi, CTO compte titre du coup, et PER, versement programmé. Ensuite, il y a un remboursement d'emprunt qui coûte cher, évidemment 729 €, des charges. Très peu de courses au final, je trouve, 200 € pour un célibataire à Paris. Clairement, c'est pas énorme. On se fait pas spécialement plaisir en shopping et on sort pas trop non plus. Donc voilà, là clairement, on va faire les happy hours quand on va au bar pour avoir les bières à 5 €, mais plutôt spartiate, je dirais, en termes de dépenses. C'est pareil, ça coûte cher, donc on fait des économies. 6 € le coiffeur, alors ça c'est beau. Ça c'est vraiment la coupe en 5 minutes, c'est plié, on passe à autre chose. Le sport, Finari 10 €, YouTube Premium, soins, 900 Care, tiens d'ailleurs, je salue 900 Care et qui s'est créé, pas en même temps que Finari, mais qui avait fait un crowdfunding à peu près, un peu après nous. Et qui cartonne depuis. Le transport, l'assurance voiture, l'entretien voiture, etc. Essence, bon, rien de fou en soi. Des impôts, malheureusement. Mais bon, c'est pas énorme, même si ça aura vocation à augmenter, surtout si tu restes célibataire. Du coup, avant de passer aux questions, bien, on va regarder son patrimoine. Je vous le disais, patrimoine net, 135 000 €. Qu'est-ce que il y a là-dedans quand on soulève le capot? Il y a de l'IMO, son appartement, qui est en moins-value pour l'instant. Bon, c'est assez classique, hein. Il a fait 5% de moins-value, quelque part, c'est un peu les frais de notaire, quoi, à pas grand-chose près. Détention nette, 50% déjà, donc ça fait un petit moment qu'il rembourse l'emprunt. Emprunt sur lequel il reste 129 000 €. Et le taux qu'il a obtenu, 3,60, donc ça, c'est un taux qui est pas incroyable. Les taux actuels, c'est un peu moins. D'ailleurs, tu vas pouvoir potentiellement renégocier ton crédit. D'ailleurs, ils nous mettent ici un call to action. Là où ça peut être intéressant, c'est si, et ça dépend du contrat, mais généralement, il faut une baisse du taux de plus de 0,5% à minima, 1% en général, pour que la banque accepte de renégocier, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Il suffit de lire le contrat pour voir à partir de quand tu peux intervenir, mais là, il y a peut-être quelque chose à faire. Les livrets, effectivement, tu disais, tu épargnes sur ton livret A, et donc tu te fais ton matelas de sécurité. Aujourd'hui, je rappelle que la règle qu'il faut retenir à peu près, c'est 6 mois de cash sur votre matelas de sécurité, 6 mois de dépenses, pardon. Et donc là, on voit que toi, si tu coupes les investissements, tu dépenses à peu près à la louche 2000 € par mois quand même. Donc il y a un budget. Donc voilà, ça ferait 12 000 €. Donc on peut considérer que ton livret A, il est plein. T'as pas forcément besoin de continuer à contribuer. Donc peut-être qu'une première chose à faire, vu que tu veux faire du financier, c'est de réinvestir, c'est d'investir à l'avenir ces 200 €
sur ton PEA qui, je pense, est l'enveloppe parfaite. J'ouvrirais peut-être une assurance vie, mais il me semble en avoir vu une en regardant avant. T'as Finary Life, donc voilà, ça c'est simple. Je pense que c'est tout trouvé, hein. C'est le PEA avec 200 € en plus. Finary Life, à voir si tu contribues ou pas. Tu peux faire un versement libre, tu peux mettre en place des versements programmés, ça y a aucun sujet. Et donc, qu'est-ce que tu as dans ton PER? Tu as un fonds Natixis, et donc là, tu nous disais que c'était le fonds maison. Du coup, j'ai regardé les frais de ton fonds en creusant un peu. C'est pas terrible, puisque aujourd'hui, on est à en moyenne 1,7% par an, donc c'est beaucoup quand même pour ça. Et surtout, tu as des frais de souscription. Alors ça, c'est vraiment horrible. C'est-à-dire que tu mets 100 € dedans, tu as 96 € qui vont aller travailler pour toi, 4 € qui vont en frais au gestionnaire, dont une partie qui va être rétroversée à ta banque. Donc bon, ça, c'est vraiment pas dingue. Et si on regarde la perf, bah évidemment, il sous-performe le benchmark sur 5 ans. Sur 5 ans, il fait 6 points de moins que le bench. Bon, franchement, voilà, ça vaut pas vraiment le coup, je pense, de rester dans le giron. À minima, arbitrer. Si tu peux pas arbitrer, transférer le PER chez quelqu'un qui propose des ETF, parce que ça, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ton PEA. Du coup, dans ton PEA, on retrouve pas mal de choses, hein, mine de rien. La plus grosse position, c'est Emerging Market. Ça, c'est plutôt rare. C'est des petites positions, 500, 500, 500. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur du spray and pray. On essaye de tester un peu plein de choses. Quelle est la logique ici? Alors, le Emerging Market, je comprends, puisque voilà, ça, c'est une zone géographique à laquelle tu n'es pas du tout exposé via les autres ETF et instruments que tu as. Après, tu as de l'Eurostoxx, du Stoxx Europe 600. Par contre, le Stoxx Europe comprend déjà du LVMH, comprend déjà du Airbus, comprend déjà du Dassault et déjà du Thales et aussi du Air Liquide. Donc, pourquoi faire du stock picking sur ces titres? Est-ce que tu as une grosse conviction? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est sur une perf qui est au global plutôt négative. Qui sont les contributeurs de perf négative? Il y a le Stoxx Europe, il y a LVMH qui a pris une sacrée claque, moins 34% dans ton cas. Il y a Airbus qui a pris une claque. Dassault, au contraire, ça marche plutôt bien. Thales, assez flat. Et Air Liquide, plutôt bien aussi. Moi, je suis pas hyper fan de l'allocation. Je t'avoue, je trouve que c'est un peu neutre, quoi. Je comprends pas vraiment la stratégie, si ce n'est que tu surpondères la France. Et ça, je comprends pas trop non plus. C'est vrai que je serais plutôt à... Si tu vis en France, que tu as un employeur français et que tu as de l'immobilier en France, à diversifier dans d'autres zones géographiques pour vraiment aller te protéger quelque part. Mais tu avais une question du coup sur ton CTO, puisque tu as t'as plein de choses dans le CTO et tu as notamment... Alors tu pourrais mettre le ASML dans ton PEA en soi. Alors tu peux pas le transférer, il va falloir le vendre. Tu as fait plus 93%, donc là tu as fait une très belle perf. D'ailleurs, il est plutôt... très performant ton CTO, 27%. Tu pourrais mettre ASML dans ton PEA. Pour ça, faudrait le vendre. Faudrait du coup payer la flat tax sur les 78 €. Donc tu paierais un tiers de ça. Bon voilà, tu paierais 30 € d'impôt. En gros, c'est pas la mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des boîtes européennes ici? Il y a une boîte néerlandaise, ASML évidemment. Et puis il y a LVMH. Et LVMH aussi, moi, je préfère pour des raisons de simplicité. Après, ici, on parle d'une position qui fait 81 €. Donc, je suis pas sûr que ça soit vraiment le sujet sur un patrimoine à 6 chiffres. Mais oui, si tu veux simplifier, évidemment que tu peux vendre toutes les positions européennes. D'ailleurs, si tu vends la position, en fait, tu vas locker une perte qui va te permettre de compenser ton gain. Donc, en fait, tu vas réduire ton enveloppe. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je vendrais LVMH, je vendrais ASML aussi. Je paierai quasiment pas d'impôt parce qu'en fait, la moins-value viendra pour être imputée sur la plus-value. Et du coup, je réinvestirai cet argent sur le PEA. Tu as aussi beaucoup de positions sur cette enveloppe. J'ai l'impression que c'est très tech. De toute façon, si on regarde ici, hop, la diversification par secteur, c'est très tech, logique. Mais bon, ça marche plutôt bien. Enfin, je veux dire, plus 86%, plus combien 37, 93%, je disais, sur ASML, 80% sur Alphabet. Ça cartonne. Donc bon, là pour le coup, je trouve que c'est complètement logique. Le PEA a permis de minimiser la fiscalité tout en maximisant la passivité, même si toi, quelque part, tu as des titres vifs. Par contre, je trouve que tu es trop axé sur la France. Ici, au contraire, tu fais ce qui est recommandé, c'est-à-dire que tu vas vraiment aller chercher les titres qui te plaisent et que tu peux pas avoir en PEA en direct. Et voilà, ça paye plutôt bien en ce moment. La tech, évidemment, c'est ce qui tire les marchés. Ensuite, il y a les comptes bancaires. C'est pas énorme comme balance, c'est 1 000 €. Voilà, rien de choquant en soi. Évidemment, éviter d'avoir trop de cash sur le compte puisque c'est pas rémunéré et les emprunts, on a vu. Qu'est-ce que je pense du coup de ta répartition? Je pense qu'elle est plutôt bien, ta répartition. Surtout si on regarde le financier. Ton matelas de sécurité, il est constitué. Maintenant, il faut aller travailler les actifs financiers, je te le disais. Et donc ici, ça va être assez vite vu. L'investissement livret A, le mettre sur le PEA. Revoir le PER, notamment les frais, puisqu'ils sont très élevés et ils sous-performent. Donc en réalité, c'est vraiment le double effet qui se coule dans le mauvais sens.
Ici, je pense qu'il faut simplifier. J'enlèverai les boîtes dont l'État est actionnaire, notamment Airbus. Ce que tu vois, après, tu peux garder ta conviction sur le Emerging Markets, mais peut-être que je réduirais parce qu'en fait, Stocks Europe, c'est déjà dans MSCI World et en plus, tu as des titres français. Donc voilà, je simplifierais. Si tu as envie de t'exposer à l'Europe dans la proportion du MSCI World, dans ce cas, tu peux vendre les autres positions. Et peut-être que tu peux garder en fait le World et le Emerging Markets pour avoir là pour le coup une vraie diversification. Et si tu veux, garder les titres vifs qui te plaisent, notamment, et racheter donc ici du ASML et renforcer un peu du LVMH, d'ailleurs, vu qu'il a baissé, c'est peut-être un moment intéressant si tu as une conviction forte. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, et c'est un graphique qu'on n'a pas encore regardé, il me semble, c'est la probabilité de perte en investissant dans le S&P 500 en fonction de la durée d'investissement. Donc concrètement, c'est quoi votre chance de perdre de l'argent avec le temps qui passe si vous investissez dans le S&P 500? Et donc ça, c'est entre 1929 et aujourd'hui. Donc il y a eu quand même pas mal de crises depuis, il y a eu des guerres, il y a eu une guerre mondiale, il y a eu des chocs pétroliers, il y a eu la crise, la bulle Internet, il y a eu la crise des subprimes, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses. Et donc vous voyez que voilà, si vous investissez sur un jour, vous avez une chance sur deux. C'est vraiment concrètement, c'est la pièce, c'est comme le trading. Voilà, vous jetez la pièce, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous investissez sur 10 ans, vous avez 6 chances sur 100 de perdre de l'argent. Autrement dit, vous avez 94 chances sur 100 d'en gagner. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et ça montre que plus on investit tôt et plus on attend ensuite, plus on a de chances de gagner. Et d'ailleurs, je rappelle que quand on gagne, il n'y a personne qui perd en face, en fait. C'est une croyance que j'ai vue récemment qui est assez surprenante. Il n'y a personne qui perd ici. Vous profitez d'une entreprise qui se développe, qui elle-même fait partie d'un indice, et donc vous vous exposez à un indice, ou alors vous achetez le titre. Mais vous pouvez gagner sans avoir d'impact négatif, et surtout, vous pouvez limiter vos chances de perte en investissant sur le long terme. Et donc, c'est ce que je prône depuis le début. Autre question que tu avais, c'était sur la crypto. Si je me lance dans la crypto, quel montant minimum par mois? En fait, je peux pas te répondre comme ça, évidemment, de façon un peu arbitraire. Il faut regarder ton budget. Tu investis 500 € par mois à la louche. Je dirais, voilà, quand tu débutes, mettre 10% dans la crypto, c'est pas mal. 10% de ton investissement, donc 50 € par mois. Et quitte à choisir, moi, je le ferais que sur un actif vraiment solide, à savoir le BTC. Enfin, le Bitcoin. Mais bon, après, ça, c'est vraiment un choix très personnel. Donc, 10%, Bitcoin, peut-être Ethereum, peut-être Solana, enfin, les grosses capitalisations. Et puis après, si ça te plaît, si en documentant, tu as envie de mettre plus, pourquoi pas? Mais je commencerai petit et je ferai vraiment la même stratégie, savoir long terme, DCA, le plus passif possible. Que penses-tu de mon PER? C'est mon premier placement reco de ma banquière, jamais optimisé ni changé. Écoute, c'est très simple. Je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est pas terrible. D'ailleurs, je sais pas quand tu l'as ouvert, mais la perf en soi est quand même assez faible. Du coup, en creusant sur la composition du fonds, je vois que c'est des obligations et des actions et un peu de monétaire. Dans un plan épargne retraite, comme son nom l'indique, il va être bloqué jusqu'à la retraite. C'est vraiment là où il faut aller prendre du risque. Donc, faire du 100% action, c'est quand même assez logique, quoi. Donc, mettre 20% d'obligations, je vois pas trop l'intérêt. Il y a des frais d'entrée, donc je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc, moi, je transférerais ce PER chez quelqu'un d'autre en prenant une allocation 100% ETF. Et bon, là, si tu peux faire du 100% action, pourquoi pas, tu vois. Mais je pense pas que pour toi, dans ton cas, vu que tu payes très peu d'impôts, donc ta tranche marginale d'imposition est très faible, que le PER soit vraiment le placement de choix. Je pense que le PEA est beaucoup plus intéressant. L'assurance vie peut être intéressante, mais juste pour prendre date. Le CTO est intéressant si tu veux faire du titre américain, mais le PER n'est pas du tout l'enveloppe à privilégier. Tu pourrais le casser si tu achetais une autre résidence principale, par exemple, ou alors tu pourrais juste te transférer chez un acteur qui a moins de frais. Du coup, pour ta question sur l'immobilier, je rappelle que tu veux acheter un deuxième bien dans 10 à 15 ans. Du coup, je suis reparti ton patrimoine financier, 24 000 €, je l'ai réparti selon la répartition actuelle. Tu continues d'investir, évidemment, 500 € par mois, 6 000 € par an. Et donc, dans 15 ans, effectivement, tu arrives aux 150 000 € qui te permettent du coup de mettre 100 000 € d'apport en piochant, évidemment, dans ton épargne, mais de garder 50 000 € de patrimoine financier. Après, ça contredit directement ton constat initial qui est de dire « je veux plus de financier ». La première question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie au-delà du marketing digital? Est-ce que tu veux arrêter de travailler? Est-ce que tu veux t'acheter un bien immobilier parce que c'est important pour toi? Est-ce que ce bien immobilier, tu veux qu'il génère des revenus passifs? Donc, pars plutôt de l'objectif. D'ailleurs, vous pourrez bientôt définir votre objectif
dans Finari directement et on vous aidera à l'atteindre, mais définis ton objectif et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, tu peux mettre la stratégie qui va bien en face pour l'atteindre. Et du coup, si tu veux le faire en 10 ans, bah, ça va être complexe. La seule façon de faire, en fait, ça serait de faire que de la bourse. Ouais, non, tu vois, ça changerait pas. Et non, parce qu'en fait, t'as pas assez de temps pour les intérêts composés. Mais en gros, en 10 ans, ça me semble impossible. En 15 ans, ça me semble carrément faisable. Et si d'ailleurs tu vides ton livret A, ce que je te recommande pas parce que c'est ton matelas de sécurité. En 15 ans, bah, évidemment, ça accélère, mais ça accélère pas non plus tant que ça. Ce qui va vraiment accélérer, c'est sur des périodes beaucoup plus longues, type 30 ans, parce que là, encore une fois, tu as les intérêts composés qui accélèrent fortement. Et on termine par ta note Finari, 96 sur 100, c'est une excellente note, hein, on va pas se cacher. Tu as appliqué beaucoup de très bons préceptes. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, en fait, il n'y a pas de vision long terme. En fait, tu navigues à vue. Vu que tu navigues avec les bonnes bases, pour l'instant, ça va. Maintenant, là, on se rend compte que tu atteins un peu les limites du système parce que y a des objectifs contradictoires. Du coup, tu perds des points sur l'objectif et sur la vision. Et tu as un patrimoine qui est évidemment hautement illiquide parce que c'est de l'immobilier, donc ça se vend pas en 2 minutes. Et ça, c'est quelque chose, mais tu l'as déjà identifié, que tu vas pouvoir changer assez rapidement. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de précision sur son profil, si vous avez une question spécifique sur un aspect de sa stratégie, notre expert en marketing digital sera sur notre forum ce dimanche, le jour de la sortie, pour y répondre. C'est quelque chose qu'on a fait déjà plusieurs fois et ça a été hyper intéressant. Donc c'est vraiment le moment d'aller poser vos questions supplémentaires. Rendez-vous sur le forum, je vous mets le lien juste dans la description. Voilà, bravo pour ta trajectoire. C'est une trajectoire qui est hyper saine. Tu as toutes les bonnes bases. Tu as vraiment un bon réflexe déjà d'épargner aussi jeune. Le patrimoine est déjà assez conséquent et on voit que tu es en train de cranter un nouveau niveau. Quelques petits ajustements nécessaires, mais je pense que c'est assez simple à faire. Si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine et qu'on le commente ensemble, eh bien rendez-vous dans la description. Vous postulez chaque semaine, mon équipe et moi, on sélectionne le meilleur profil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite des excellents investissements. Je vous dis à très vite. Ciao.